Salut à tous, et oui, encore une théorie sur Valkyrie Apocalypse, alors que j'avais dit lors de la précédente théorie d'il y a à peu près 2 semaines seulement, ouais, mais c'est compliqué de faire des théories maintenant, bon bah nous y voilà quand même, hein. Mais avant qu'on commence et qu'on entre dans le vif du sujet, j'ai envie quand même de vous signaler quelque chose de très important, hein, parce que bah c'est très important tout simplement. Le cheminement de cette théorie, je ne l'ai pas fait tout seul. Oui, alors c'est-à-dire que j'ai écrit la vidéo tout seul, je l'ai enregistré tout seul, je l'ai monté tout seul, tout ça a été fait tout seul, mais le cheminement de pensée derrière la vidéo, ça n'a pas été fait par moi seul. Ça a été fait aussi par d'autres personnes. Ce qui fait donc que cette théorie, c'est pas entièrement moi à 100%. Il y a eu de l'aide quand même derrière, il y a eu des gens qui m'ont donné des idées, il y a eu des gens qui m'ont donné quelques pistes de réflexion là-dessus. Donc j'aimerais quand même les remercier, c'est assez important parce que c'est même grâce à eux en fait que toute la théorie part et que toute la théorie commence. Si vous voulez même le contexte derrière la création et l'idée de cette théorie, je vous invite à regarder la rediffusion de mon Radio Ragnarok qui est disponible sur ma chaîne Twitch, le Radio Ragnarok sur le futur de Valkyrie Apocalypse. Car c'est à ce moment-là que 2 personnes et 2 viewers en particulier ont commencé à m'insuffler quelques idées. Et d'ailleurs j'aimerais les remercier à haute voix, merci à Aragon et Captain Oumi pour ce qu'ils ont fait. Voilà, maintenant vous êtes au courant, cette théorie c'est pas Béléus à 100%, c'est juste du Béléus à, on va dire à peu près 70%. J'espère que ça vous plaira quand même. Il est toujours aussi difficile de théoriser sur Valkyrie Apocalypse à l'heure actuelle. Encore plus sur le futur de l'œuvre. Je l'ai dit en vidéo, et je l'ai maintenu en stream, et je vais même le redire encore aujourd'hui, la révélation autour d'Arké, ça a bouleversé le manga. Et ça a fermé des portes à de très nombreuses théories. Et surtout, comme le manga s'approche petit à petit de sa fin, fatalement il va falloir être de plus en plus précis, ce qui va clairement pas aider les théoriciens. Après, même avec ça, ça n'empêche que certaines de mes théories sont toujours plausibles, hein. Je vais vous faire un petit exemple de l'état des théories, celle sur le pouvoir d'Odin, celle sur les yeux, les 3 mini-théories, le 14e combattant, les futures Valkyries, la théorie sur Arké et celle sur Gol, elles sont toujours plausibles. Ce qui veut dire que ouais, la seule théorie qui est vraiment foutue de chez foutue, c'est celle de la fin du Ragnarok. Ouais, je sais, c'est très drôle. La théorie la plus regardée de la chaîne, c'est paradoxalement la seule qui est foutue, en fait. Il y avait ce passage d'une des vidéos de The Great Review, sur la vidéo de Tunic, où il expliquait le point de vue d'un auteur. Et où l'auteur explique qu'un bon secret, quand tu es lecteur, tu dois te dire « Oh mon dieu, c'était sous mes yeux depuis le début ». Ce qui est pratique, c'est que ça me mâche énormément de travail parce que je suis entièrement d'accord avec cette explication. Et donc, quand tout l'angle d'un manga change, quand toutes les révélations sonnent différentes, je vous apprends rien, c'est là où on parle de 2e niveau de lecture, ou de 2e lecture tout court, qui implique de redire entièrement le manga, avec toute la minutie des premières lectures, ou bien vous le connaissez par cœur, mais même en sachant ça, vous pouvez rater certains détails. Le petit piège en plus avec Valkyrie Apocalypse, c'est que les auteurs sont joueurs, hein. Le moindre indice peut être révélateur du futur de l'œuvre. Quand Sasaki affronte Musashi, on le voit tenir 2 katanas pendant son mini-flashback. Quelques pages plus tard, Sasaki utilise 2 katanas en combat. Quand Brunhild parle à Gol avant le 5e round, une fresque représente Elaine qui sera annoncée au 6e round. Quand Bouddha est introduit, le lapin sur son débardeur a un cache-œil, exactement comme Bouddha plus tard. Jack est représenté comme n'ayant pas tué que des prostituées, donc Jack n'est peut-être pas le vrai Jack, et c'est confirmé plus tard dans son spin-off. Ça a l'air un peu balancé au pif comme ça, mais faut quand même bien vous dire que Valkyrie Apocalypse, il y a un scénariste, un storyboarder et une équipe entière de dessinateurs dessus. Ça fait donc une équipe de plusieurs personnes qui ne va rien laisser au hasard. Le moindre trait, la moindre case, le moindre détail n'est pas mis là au pif. Et quand tu vois toutes les références culturelles que le manga place, quand tu vois tous les petits clins d'œil à l'histoire, toutes les manières détournées de changer et de modifier légèrement cette dernière, tu le comprends très vite, les auteurs y connaissent très bien leur sujet. Et donc quand tu maîtrises très bien ton sujet, c'est 2 fois plus facile de cacher des trucs. C'est en partie pour ça que les 14 piliers autour de Siegfried, ça m'interpelle à chaque fois. Tu mets pas 14 piliers comme ça au hasard, hein. Et donc, on a recommencé toute notre lecture. C'est faux. En fait, on était juste sur mon stream et on s'est dit, si on lisait le manga en se posant la question à chaque fois qu'on voit une case, oh mon dieu, c'était sous mes yeux depuis le début. À chaque case où il y avait un petit détail un peu bizarre. Et c'est donc le moment où je les ai déjà remerciés, mais Aragon et Captain Oumi ont une idée aussi absurde qu'intelligente. Ils sont arrivés dans le chat en faisant une proposition très claire. Redisons le premier chapitre. Si en effet tout est sous nos yeux depuis le début, bah c'est forcément qu'il y a des détails qu'on n'a pas vus au premier chapitre. Alors, je vais pas vous mentir, le premier chapitre est pas super beau, donc je m'attendais pas à grand chose niveau détails. Puis on s'est rappelé d'un truc, les auteurs, ils ont déjà fait de la numérologie. Jack est le 6e enfant de Marie, Shiva règne sur 1116 dieux et gagne son combat en 11 minutes et 16 secondes. Vous l'avez toujours pas? Non, bah en fait du coup la réponse elle est très simple, on s'est juste regardé, on s'est dit bah si le Ragnarok c'est un article de loi, c'est qu'il y a un numéro de loi. Et bah oui, c'est juste logique en fait. C'est littéralement le plus important du manga, le Ragnarok. Et attendez, la loi du Ragnarok, on connaît ces chiffres en plus. C'est l'article 62,
paragraphe 15. Ok, donc on a le numéro 62 et le numéro 15. Ok, c'est super sympa, hein, mais on est censé faire quoi avec ces chiffres? Je dis ça, mais on sait tous très bien comment on va faire, hein. On a tous vu des théories sur plein de mangas différents. Évidemment, on va s'intéresser au chapitre 62 et au chapitre 15. Alors, vous allez rire et penser que je fais une blague de très mauvais goût, mais je vous promets que c'est vrai. On va regarder vite fait le titre des chapitres. Le chapitre 15 s'appelle « Le dieu violent que l'histoire a oublié ». Ça peut faire écho à Arché quand on y pense bien. Et le chapitre 62 s'appelle le grand frère des dieux. Encore une fois, sachant qu'Arché est un dieu créateur, ça peut faire écho à lui. Ok, mais ces infos, là, elles servent à rien. L'important, c'est pas le titre des chapitres, c'est les chapitres en eux-mêmes. Si vous n'êtes pas forcément aussi assidu que moi sur le manga, c'est-à-dire au point où vous savez exactement ce qui se passe à quel chapitre, je vais très vite vous donner le point commun entre ces deux chapitres-là. Les deux sont des flashbacks sur les frères grecs. Alors là, vous vous dites que c'est nul et pas intéressant tant les dieux grecs prennent absolument tout le temps d'écran de ce manga, et que donc c'est une coïncidence, ça veut rien dire. Et vous avez entièrement raison. Je vais pas dire l'inverse, hein. La moitié des flashbacks, c'est sur des dieux grecs, donc c'est pas spécialement étonnant de tomber sur des flashbacks de dieux grecs. Mais, parce que j'adore dire mais, et avoir des gigacernes comme ça, là. C'est littéralement les deux seuls flashbacks du manga où on voit Adamas. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit un peu plus tôt que vous alliez vous demander si j'étais pas en train de faire une très mauvaise blague. Comment un truc aussi important peut être lié à quelque chose d'aussi inintéressant et inutile qu'Adamas. Et donc des questions ont commencé à se poser. Pourquoi un manga comme Valkyrie Apocalypse, qui n'a absolument aucun mal à tuer ses personnages, fait revenir quelqu'un comme Adamas? C'est quoi la raison derrière? Oui, c'est forcément pour développer Hadès, ça aurait été une incohérence qui laisse son frère mourir, c'est absolument logique et j'ai rien contre ça. Mais donc, pourquoi Adamas reste après coup? Comme s'il avait une importance. Pour Belzébuth potentiellement, mais moi je pense autre chose. Adamas, c'est la clé de tout ce mystère. Tout était sous nos yeux depuis le début. Vous avez toujours pas compris, on va être très concis pour que ça soit le plus facile et compréhensible possible. Dans la mythologie, Poséidon règne sur la mer et un peu la terre, Zeus les cieux et l'Olympe, et Hadès lui règne sur les enfers et les morts. Ok. Le manga a découpé ça autrement. Zeus s'occupe du Valhalla, Hadès des limes, et Poséidon doit gérer les flots, et peut-être donc potentiellement surveiller un petit peu Midgard. Rien ne le prouve, mais ça serait pas étonnant. Ok, donc il en manque un. Oui, parce que le manga, ils ont rajouté un dieu à la fratrie grecque. Un dieu pas content du peu de pouvoir qu'il a. Le manga a rajouté Adamas. Techniquement, Adamas lui aussi, il est censé régner sur quelque chose. Je veux dire, les trois autres frères d'Adamas, c'est des rois, donc Adamas aussi. La question maintenant, c'est sur quoi Adamas est en train de régner, et sur quoi il est censé régner à la base. Oui bon, vous savez lire les titres de vidéos, donc je vais rien vous apprendre, voilà, Adamas il règne sans doute sur Nilfheim. Et on a un petit indice lié à ça. Adamas il se bat avec une faux, le symbole de la mort. Et vous savez ce que c'est Nilfheim? Le royaume des morts dans Valkyrie Apocalypse. Bah oui, Adamas c'est un faucheur d'âme, et donc Adamas règne potentiellement sur Nilfheim, et c'est en partie pour ça qu'ils l'ont maintenu en vie. Si Adamas meurt, Nilfheim est ouverte, parce que c'est lui la clé de Nilfheim. Et si Nilfheim ouvre, il y a toutes les âmes du Ragnarok, mais il y a surtout potentiellement Arché dedans aussi. Les frères grecs ont potentiellement ce devoir, celui de gérer les 4 grands mondes pour maintenir un équilibre qu'Odin semble vouloir rompre à terme. Alors oui, c'est exceptionnellement tiré par les cheveux de dire tout ça juste avec l'info que l'article du Ragnarok, c'est l'article numéro 62, paragraphe 15. Je le conçois et je le concède volontiers, mais si c'est vrai, c'est complètement fou. Et vous savez quoi? On peut faire encore pire, parce que si on additionne 62 et 15, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 77. Vous avez réussi à passer votre classe de CE2. Mais 77, c'est quel chapitre? Le héros du Tartare. Le chapitre 77, c'est l'introduction de Siegfried au Tartare. Et si vous avez vu mes anciennes théories, et même sans les avoir vues, vous savez à quel point Siegfried va être central à l'histoire. C'est même sans doute la raison pour laquelle Brunhilde a lancé le Ragnarok. Envoyé en prison injustement par Odin lui-même, qui d'ailleurs veut ramener à la vie un dieu ancestral oublié de tous. Et donc il suffit de faire une dernière association pour que tout semble clair. Odin dit attendre le Ragnarok depuis longtemps. La raison doit être très simple, il attend que certains des frères grecs meurent. Comme ça, l'équilibre est en partie rompu. Ça attire aussi tous les autres dieux, donc ça rend Adamas à portée de main, parce que techniquement il était censé être mort, et avoir disparu. Donc si Odin tue Adamas, il brise le cadenas qui l'empêche d'arriver à Nilfheim. Ce faisant, il a donc accès à Arché, qui est à Nilfheim sans doute, et il peut ramener la personne qui va permettre à Arché de revenir à la vie, Siegfried. Alors tout ce passage là qui semble complètement rushé et super rapide, je vous conseille de regarder la théorie de la résurrection d'Arché, où j'explicite absolument tout le rôle de Siegfried dans cette histoire. Parce que si je refais ça ici, la vidéo elle va pas durer 10 minutes, mais 30 minutes. Et de toute façon, cette théorie est un peu construite pour faire écho et donc la suite directe de la théorie de la résurrection d'Arché. Parce que pour moi, tout est approximativement lié en fin de compte.
Oui, je l'avoue, absolument tout est tiré par les cheveux dans cette théorie, c'est normal. C'est pas une blague du 1er avril, hein, parce que je sais que là on est dans la période et tout, c'est pas une blague. Mais je me suis vraiment sincèrement posé la question, c'est quoi l'intérêt de laisser un personnage aussi inutile qu'Adamas? Mais surtout, même pas le laisser, le faire revenir à la vie. Pourquoi un personnage complètement inutile, présent uniquement pour Hadès et son développement, aurait une importance? Pourquoi il resterait après la mort d'Hadès? Il aurait dû disparaître en même temps. Je vous laisse faire votre opinion et réfléchir à ça. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.